Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve ce soir pour une 7e émission de Le Roi de l'Histoire. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Gilles, qui va nous parler de la monarchie absolue et puis surtout de Louis XIV. On va y revenir. Alors, comme j'ai pu le faire sur des précédentes émissions, juste je vais replacer un petit peu le contexte, remettre un petit peu un cadre chronologique à tout ce dont on va parler cet après-midi. Alors, ce dont on va parler, en fait, ça s'inscrit dans un peu la continuité d'une émission précédente, qui était l'émission qui traitait des guerres de religion avec Alexis Verracel. On avait vu ces guerres de religion qui se sont déroulées dans la deuxième moitié du XVIe siècle, qui prennent fin, en fait, avec l'arrivée au pouvoir d'Henri IV, Henri de Navarre. On a vu comment Henri de Navarre, donc à partir de 1500... Alors, il est théoriquement roi en 1589, Henri de Navarre, il devient Henri IV théoriquement en 1589, mais dans les faits, il ne va être reconnu comme roi officiellement qu'à partir du moment où il va se convertir à la religion catholique, puisque bon, ça c'était une bonne partie de l'histoire que l'on a vue ensemble, cette obligation pour le roi d'être catholique, puisque Henri de Navarre était protestant, donc c'est 1593. Et à partir de là, donc, il va s'attacher à rétablir la paix dans le royaume, un royaume qui avait été marqué par 30 ans de guerre de religion. Donc Henri IV parvient à rétablir la paix, avec notamment l'édit de Nantes, bien sûr, en 1598. Avec Henri IV, on considère généralement qu'on rentre dans la monarchie absolue. C'est une période où le roi a réussi à profiter, pour différentes raisons sur lesquelles on va revenir, du contexte de guerre, de raisons économiques, de raisons religieuses, etc. Il a pu profiter de tout cela pour concentrer le pouvoir. Et Henri IV est le premier roi vraiment de cette nouvelle époque, qui correspond à cette monarchie absolue. Après, Henri IV se fait assassiner en 1610 par un catholique extrémiste, François Ravaillac. Il meurt relativement jeune, ce qui fait qu'il laisse le pouvoir à son fils, le jeune Louis XIII. Louis XIII qui n'a que 9 ans à ce moment-là. Se met en place alors ce que l'on appelle une régence, c'est-à-dire un gouvernement au nom du roi, par quelqu'un d'autre. En l'occurrence, ici, c'est la mère de Louis XIII, donc la veuve de Henri IV, Marie de Médicis, qui va gouverner le royaume en attendant la majorité de Louis XIII. Ce gouvernement est toujours un peu compliqué. Une régence est une période un peu compliquée parce que si, on y reviendra là aussi, si les Français sont très respectueux du roi, évidemment, quand c'est pas le roi qui est au pouvoir, là, on va pouvoir critiquer le pouvoir, on va pouvoir critiquer le gouvernement, et Marie de Médicis aura fort à faire avec pas mal d'opposition. Mais bon, elle réussit à tenir à peu près la maison, et donc Louis XIII peut devenir roi dans la continuité de son père, avec en plus un homme dont vous avez entendu parler certainement, qui est Richelieu, qui est celui qu'on considère comme le principal ministre de Louis XIII, qui a une haute considération de la puissance royale et qui va contribuer à renforcer un petit peu plus le pouvoir royal. Aux côtés de, il y a une espèce de binôme, alors assez complexe, les relations ne sont pas toujours évidentes, mais il y a une espèce de binôme au pouvoir, Louis XIII, Richelieu, qui renforce un petit peu plus cette concentration du pouvoir royal. Les deux meurent coup sur coup, 1642 pour Richelieu, 1643 pour Louis XIII, de manière assez brutale. Il est très jeune, Louis XIII, quand il meurt. Il a 42 ans. Et donc, bien sûr, il va laisser le pouvoir à un fils qui est très jeune, lui aussi. Il a 5 ans, le jeune Louis XIV. Et donc, bis repetita, on a de nouveau une régence qui se met en place, cette fois-ci avec Anne d'Autriche, donc la veuve de Louis XIII, Anne d'Autriche qui, comme son nom l'indique, est espagnole, et qui va gouverner en attendant la majorité du jeune Louis XIV. Anne d'Autriche est accompagnée dans cette régence par un homme qui va avoir une importance considérable dans les jeunes années de Louis XIV, qui est un cardinal, comme Richelieu, cardinal, donc vous savez, c'est le personnage du plus haut niveau de l'Église, c'est ce qui est au-dessous du pape,
Ce sont les électeurs du pape. Et donc le cardinal, en l'occurrence, c'est un Italien qui s'appelle le cardinal Mazarin. Mazarin qui a été présenté, en gros, au roi Louis XIII mourant et Anne d'Autriche par Richelieu. Richelieu voulait faire de Mazarin son successeur. Et c'est ce qui se passe. Mazarin va être le principal ministre d'Anne d'Autriche. Et donc la régence est assurée par ces deux personnes qui, comme Marie de Médicis au préalable, enfin un petit peu plus tôt, vont devoir faire face à une opposition très franche, très forte, une opposition qui va même à un moment prendre une forme de guerre civile, c'est ce qu'on a appelé la Fronde, qui va réunir beaucoup de mécontentements, de différentes origines. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Toujours est-il que pendant quasiment 5 ans, on a ce climat de tension extrême, voire de guerre civile. On se bat dans les rues à Paris à la fin de la Fronde, pour que finalement Anne d'Autriche et Mazarin réussissent à l'emporter, réussissent à rétablir toute l'autorité du roi et donc permettre à Louis XIV d'arriver sur le trône de manière plus sereine. Alors Louis XIV va prendre son temps, c'est seulement en 1661, à la mort de Mazarin, alors même que Louis XIV est né en 1638, donc il a 25 ans, ce qui est un âge, ou 23 ans, ce qui est un âge, somme toute assez tardif pour le roi, puisque généralement les rois prenaient le pouvoir vraiment plus jeune. Donc Louis XIV prend le pouvoir à ce moment-là, il commence ce qu'on a appelé son règne personnel, sur lequel Adrien va revenir. Un règne qui sera très long, c'est le plus long règne de l'histoire de France, de l'histoire monarchique française, puisque il ne prend fin qu'en 1715, à la mort de Louis XIV, alors même que la fin du règne est endeuillée par toute une série de drames, puisque à peu près tout le monde meurt autour de Louis XIV. Fils, petit-fils. Ce qui fait que lorsque Louis XIV meurt en 1715, il lui reste finalement plus qu'un arrière-petit-fils, ce sera Louis XV, qui va, on en reparlera, lui aussi devoir connaître une régence dans un premier temps, puisque Louis XV a 5 ans lorsque meurt Louis XIV. Et là aussi, de nouvelles difficultés, mais une monarchie absolue, qui s'est renforcée petit à petit, on l'a vu, à partir d'Henri IV jusqu'à Louis XIV, qui atteint une espèce d'apogée avec Louis XIV, mais qui va se poursuivre quand même avec Louis XV, Louis XVI, jusqu'à la Révolution française, 1789, vous le savez, début des événements révolutionnaires. On aura l'occasion sans doute de reparler un petit peu plus tard de ces événements révolutionnaires. 1792, c'est la chute de la monarchie, et la mort de Louis XVI l'année suivante. Bref, voilà un petit peu un cadre chronologique, donc je vais m'arrêter tout de suite, en espérant que les problèmes que rencontrent certains des streamers se règlent. J'espère il y a des problèmes d'image apparemment pour certains, j'espère que ça va aller. Et donc je vais tout de suite poser la première question, donc évidemment, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints et n'hésitez pas à poser évidemment toutes les questions que vous voulez que l'on pose sur Louis XIV, sur la monarchie absolue, sur cette période de monarchie absolue qu'on a dit, qui va de 1595 à la Révolution française. On va rentrer dans le vif avec Louis XIV, peut-être, Adrien. Parlez-nous un petit peu de Louis XIV, présentez-nous un petit peu qui était ce Louis Dieudonné, comme on l'a appelé à sa naissance, parce qu'il était très attendu. Et donc, qui était Louis XIV ? Oui, donc bonsoir à tous. Oui, en effet, peut-être une petite présentation donc, de Louis le Grand, Louis Dieudonné, en effet, comme on l'a surnommé à sa naissance. Pourquoi Louis Dieudonné ? Puisque il est né après 23 ans de mariage d'Anne d'Autriche et de Louis XIII, quand même, 23 ans sans enfant. Anne d'Autriche qui a fait plusieurs fausses couches. Après quelques fausses couches, on disait même que de Louis XIII qui se désintéressait totalement de la reine. Il a fallu y croire, et bien c'est arrivé. Le Louis Dieudonné est né, en effet. Donc après 23 ans de mariage sans enfant, ce qui était quand même quelque chose de très choquant à cette époque-là. Ça n'arrivait pas, surtout dans les sphères du pouvoir, quoi. Donc en effet, il accède au pouvoir après la mort de son père, très tôt. Donc évidemment, la régence, on a un conseil de régence qui se met en place avec principalement Anne d'Autriche. Et on va avoir de nouveau un duo quelque part avec Anne d'Autriche et Mazarin qui vont principalement effectuer cette régence. Et en effet, comme vous l'avez dit, Mazarin il va avoir un rôle vraiment primordial pour Louis XIV, un rôle très important. C'est Louis XIV qui garde une image très forte de son père quand même. Pour lui, Louis XIII, c'est une personne qui
vraiment qu'il voudrait quelque part égaler. Hein. Mais Mazarin joue ce rôle de père qu'il n'a jamais vraiment eu, quelque part. Il est très attaché à Mazarin. Hein. Sur son lit de mort, il sera très attristé. Et en effet, jusqu'en 1661, donc jusqu'au décès du cardinal Mazarin, Louis XIV, comme on l'avait dit, il prend son temps. Il prend son temps, il a un règne qu'on ne qualifie pas de personnel, c'est vrai. La plupart des décisions sont prises par son conseil, par Mazarin lui-même. On a un nouvel homme qui va être d'ailleurs introduit par Mazarin, qui va monter petit à petit, qui s'appelle Jean-Baptiste Colbert. Hein. Et en effet, à la mort de Mazarin, donc à la mort de son père spirituel quelque part, Mazarin, sur son lit de mort, lui énonce, il énonce à Louis XIV, vous devez gouverner seul pour être un grand roi. Oui, ça c'est quelque chose qui caractérisera Louis XIV d'ailleurs, tout son règne, hein, c'est qu'il va éviter de prendre un principal ministre comme l'avaient fait ses prédécesseurs. Voilà, ouais. Louis XIII avait Richelieu, même Henri IV, hein, c'était appuyé sur Sully notamment. Et Louis XIV, lui, refusera toujours, même si on connaît Colbert, même si on connaît quelques noms. Colbert qui quand même était un principal ministre, mais il n'était pas comme on pourrait appeler le ministérial à l'époque avec... Richelieu et Mazarin, voilà, il met vraiment fin à ce ministériat. Voilà. Ouais, ce n'est plus un bras droit. C'est pas aussi fort que ça ait pu être. Ouais. Et d'ailleurs, dans ses mémoires, je crois que Louis XIV conseille à son fils, enfin au dauphin, de ne pas prendre de principal ministre. Exactement, ce que ses successeurs n'écouteront pas, parce qu'ils seront tous les principaux ministres. Hein, mais bon. Voilà. Oui, donc en effet, donc à partir de là, donc c'est vrai qu'en fait, on peut scinder le règne de Louis XIV pour bien comprendre toute la dimension que prend son règne. On peut le scinder au moins en 3 parties, à mon sens. Donc, la première partie, évidemment, c'est de 1643 à 5 ans, où il est sacré immédiatement, hein, parce que c'est vrai qu'on l'a pas précisé. À cette époque-là, on a ce qu'on appelle une loi fondamentale du royaume, qui veut on doit avoir une continuité du pouvoir. Alors, la loi fondamentale, juste pour le rappeler à tout le monde, ce sont des espèces de règles constitutionnelles non écrites, hein, qui encadre le pouvoir royal, qui s'impose au roi. Quoi. On peut presque parler de constitution avant l'heure, quelque part. C'est vraiment des lois qui viennent s'imposer au pouvoir royal. Donc cette continuité du pouvoir est très importante à cette époque-là. Hein. Tout le monde connaît l'adage « le roi est mort, vive le roi ». Donc le roi est couronné immédiatement. Donc cette continuité est importante. Et donc, en revanche, il ne prendra véritablement le pouvoir qu'à sa majorité. Sa majorité, c'est 13 ans révolus, hein, à cette époque-là. Et ça, c'est en 1651. Donc, dès 1651, donc, où vraiment il va prendre le pouvoir, il va être assisté, comme on l'a dit, par Mazarin, jusqu'en 1661. En 1661, on l'a dit, il gouverne seul. On va avoir une autre étape qui va aller jusqu'en 1691, parce que même si c'est vrai qu'il gouverne seul, il est quand même assisté de ses ministres. Et c'est vrai que les historiens disent qu'il ne prend pas de décision, alors que c'est bien lui qui prend toutes les décisions. Il le dit bien à la mort de Mazarin, toute décision devra passer par moi. En revanche, chacune de ces décisions sera réfléchie. Louis XIV était un homme qui savait très bien s'entourer. Il était entouré de nombreux techniciens. On a des ministres influents comme en effet Colbert, on a Louvois aussi, qui était un ministre très important à cette époque-là. Et Colbert, je crois qu'il décède en 1683. Et Louvois en 1691. Et en fait, c'est à partir de 1691 qu'on rentre véritablement dans ce règne dit personnel, puisque là, il s'écarte de tous ses ministres. Ouais, un peu plus autoritaire. Voilà. Et donc là, vraiment, il ne prendra que des techniciens. Et ces décisions seront moins, discutées. Voilà. Seront moins disputées, puis on considère généralement d'ailleurs que elles sont moins bonnes aussi, hein, parce qu'autant le règne de Louis XIV est assez positif, on va dire, jusqu'aux années 1680-1690, et ensuite on rentre dans une période assez compliquée. Ouais. C'est ça, on pourra parler de ce que va léguer finalement le grand roi, Louis XIV, à sa mort. C'est vrai qu'il laisse un royaume endetté. C'est vrai qu'en plus, les dernières années de son règne, il y a beaucoup de guerres. Donc c'est vrai qu'en effet, il n'est plus assisté de tous ces techniciens qui l'aidaient beaucoup. Il faut savoir aussi que Louis XIV, c'est un roi c'est un bourreau de travail. C'est-à-dire qu'il a été donc éduqué par Mazarin, et on lui a conté l'histoire de ces rois mérovingiens. En fait, c'est des rois très anciens, certains rois qu'on qualifiait de rois fainéants. Donc les rois mérovingiens, il y a eu les grands rois, Clovis, Dagobert, et puis ensuite il y a eu ce qu'on a appelé les rois fainéants, en effet. C'est ça. Alors
C'était en fait les historiens de la dynastie suivante qui, pour se moquer de cette dynastie qu'on venait d'évincer, hein, puisque Oui. c'est un coup d'État qui a éliminé les Mérovingiens, on va les appeler fainéants C'est parce ça. qu'on considère, en gros, on les a présentés comme des gens qui ne faisaient rien. Sauf que dans D'où les la faits, chanson sur le roi Dagobert. voilà, alors que Dagobert, lui, pour le coup, c'est pas un fainéant. Voilà, en plus. Oui. Mais ils faisaient rien parce qu'ils n'étaient pas plus en mesure de faire quoi que ce soit, parce que le Oui. pouvoir avait été capté par des Ça. grands aristocrates, quoi. Voilà, toujours est-il que lui, en tout cas, cette histoire-là l'a marqué. Il disait, hein, moi, je ne serai jamais un roi feignant. Et il s'est basé donc sur cela, donc sur ce fait que pour lui c'était très important d'être un roi travailleur, de travailler pour la grandeur donc, de la nation. C'est un roi très travailleur qui s'entoure de personnes qui travaillent beaucoup. Il déteste la fainéantise. Autre chose qu'on peut dire sur Louis XIV, on a souvent cette image d'un roi peut-être austère, hautain. Il n'en est rien, bien sûr. Hein. Louis XIV, c'est un roi qu'on pourrait considérer d'artiste. Hein. Beaucoup d'historiens disent que s'il n'avait pas été roi, il aurait été un grand artiste. Alors d'ailleurs, c'est là que vient son surnom de roi Soleil. Oui, Vous pouvez nous exactement. en dire un petit peu plus là-dessus? Exactement. Alors, en effet, pourquoi on l'appelle le roi Soleil, finalement, hein. Alors déjà, dans un premier temps, c'était un très grand danseur. Il adorait la danse. Il adorait le théâtre également. Hein. On sait que Jean-Baptiste Poquelin, donc Molière, était de son époque, était un contemporain. Oui, et puis un protégé de Louis Oui, XIV. un protégé de Louis XIV. Et à Versailles, il a donné donc une réception et où il était au centre en fait d'un spectacle de danse évidemment. On le disait que c'était le meilleur danseur de la cour. Il était déguisé en soleil en fait. Il était déguisé en soleil et donc lorsqu'il donne ce spectacle, il danse en tant que soleil et autour de lui on a de nombreux astres en fait, de nombreux autres danseurs qui représentent les astres qui tournent autour du soleil et chaque astre en fait symbolise une grande famille de la noblesse. Donc finalement, en fait, toute cette danse, tout ce spectacle qu'il offrait à la cour, C'était très métaphorique. voilà, exactement. L'image qu'il voulait donner derrière, c'était, regardez, toute la noblesse tourne autour de moi, et je suis le soleil, en fait, qui capte leur attention, finalement. Et c'est ce qu'il a réussi à faire, hein. C'est aussi pour ça que c'est un roi si unique, c'est un roi qui peut-être qui peut autant captiver. Il a vraiment réussi à déplacer les sphères du pouvoir. Il a fait déplacer toute la cour de Paris à Versailles et tout tourner autour de lui finalement. Alors, parlons-en un petit peu justement. Versailles. Bon, on assimile Versailles à Louis XIV, bon, sachant que c'est pas il y aura d'autres rois qui vont Oui. vivre à Versailles. Hein. Versailles, c'est Louis XIV qui le construit? Non. Alors, à l'origine, on avait un petit château, un petit châtelain, un petit château de chasse en fait, qui avait été construit par son père, par Louis XIII. Donc. Et comme on l'a dit, vraiment, Louis XIV, qui n'avait que très peu connu son père, il n'empêche qu'il idolâtrait son père. Il voulait construire ce château, mais il l'a dit à ses architectes, hein, il voulait absolument conserver ce petit château de chasse. Et donc il a voulu l'agrandir. Et en fait, pour construire ce qui est aujourd'hui Versailles, on est parti de ce petit château construit par Louis XIII. On l'a conservé. Et on a commencé par construire des ailes de chaque côté. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, il s'est agrandi, en fait. D'accord. Donc, c'est une œuvre de Louis XIV sur une base qui est plus ancienne. Ouais. Exactement, oui. Et par contre, c'est Louis XIV qui décide d'y vivre, du coup. Hein, parce que Oui. pour Louis XIII, c'était simplement un relais de chasse. Oui, Mais Louis Il y avait XIII ne très vivait peu. pas là. Quoi. Non, Il pas du vivait à Paris ou à Saint-Germain. Ou, oui, le château de Saint-Germain-en-Laye ou ce qu'on appelait le Palais Royal, ce qui est aujourd'hui Paris, le, ouais. le Louvre. Quoi. Ouais, le Louvre. Ouais. Et donc Louis XIV, par contre, lui, décide de déménager complètement le pouvoir royal et la cour, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui entourent le roi, hein, les courtisans. Tous les courtisans, les nobles les plus... Et donc, il les amène tous à Versailles. C'est plusieurs C'est ça. centaines de personnes Exactement. qui vont vivre à Versailles aux côtés du roi. Exactement. Et donc là, pour parler de ça, on pourrait revenir à l'épisode de la Fronde. On l'a dit, un épisode qui a marqué le roi, hein, avec toutes ses révoltes, notamment d'une partie de la noblesse, qui a été obligé de fuir Paris. Il a été obligé de fuir Paris pour échapper à tout ça. Il s'est promis, en fait, quelque part j'allais dire de les tenir en laisse, peut-être pas à ce point-là. Les domestiquer. De domestiquer cette noblesse qui pouvait être dangereuse, hein, pour son pouvoir, évidemment. Oui, qui a montré plusieurs fois le danger qu'elle représentait. Exactement. Parce que Henri IV, en fait, quand il se bat, on l'a dit pendant l'émission sur les guerres de religion, quand Henri de Navarre se bat
pour accéder au pouvoir, il se bat contre les grands aristocrates, cette grande noblesse, ces seigneurs de la haute noblesse française. Et ces seigneurs se révoltent de nouveau après la mort d'Henri IV, et donc de nouveau, pendant la Fronde, c'est eux qui sont révoltés contre le pouvoir royal. Exactement. Alors, à l'époque d'Henri IV, on avait même cette ligue catholique, puisqu'évidemment, comme vous l'aviez dit, Henri IV, à l'origine, était protestant, on l'a forcé à se convertir au catholicisme pour qu'il devienne roi. Évidemment, c'est ces mêmes personnes-là, en effet, de la noblesse, qui vont parvenir quand même à freiner le pouvoir royal. Quand Louis XIV est enfant et qu'il observe tout cela, il voit Mazarin, donc son père spirituel, et sa mère Anne d'Autriche, qui sont contraints, pour éviter un affrontement, de respecter l'édit d'union, par exemple. L'édit d'union, c'est... En fait, il faut s'imaginer sous l'Ancien Régime qu'on a des cours qu'on appelle cours souveraines. C'est des cours qui représentent un certain pouvoir. Donc c'est des cours de justice, le Parlement, la Cour des comptes, etc. Voilà, la Cour des monnaies, etc. Elles vont se réunir et toutes ensemble, elles vont décider, si vous voulez, que, pour faire simple, elles n'ont pas à payer tous les impôts que la monarchie est en train de mettre en place. On a plusieurs édits fiscaux qui sont en train de se mettre en place. Ouais, sachant qu'à cette époque, la France est divisée en 3 ordres, 3 groupes. Le clergé, la noblesse, et le tiers-état. Le tiers-état, c'est 95% ou 96% de la population, en fait. Et paie les impôts, le tiers-état. Tandis que la noblesse et le clergé sont exemptés d'impôts. Oui. Et donc, ce qu'a voulu... L'impôt du sang, pardon. Voilà. Et donc, ce qu'a voulu faire le roi, qui était en difficulté financière en permanence, c'est d'essayer d'aller prendre de l'argent là où il y en avait, c'est-à-dire chez les ordres, ce qu'on appelait les ordres privilégiés, parce qu'ils avaient notamment le privilège fiscal de ne pas payer l'impôt. Et donc, c'est une des causes de la révolte, quoi. Voilà, exactement. C'est-à-dire que, en effet, cet impôt qu'on appelait la taille qu'ils ne payaient pas, puisqu'on considérait que les nobles se battaient pour le royaume, donc ils payaient donc l'impôt de sang. On a commencé donc à taxer les marchandises. Et donc les marchandises, si un noble achète une marchandise, il va forcément payer cette taxe-là. Et donc c'est tous ces édits qui évidemment coûtent de l'argent à ces nobles, qui font partie des parlements, qui font partie de ces cours de justice, comme on l'a dit, qui vont se révolter. Ils vont parvenir à véritablement freiner le pouvoir royal d'Anne d'Autriche et du cardinal Mazarin. Même si, il faut le dire, la finalité de tout ça, c'est quand même Mazarin qui parvient à entre guillemets mater Alors, on ne pourrait pas parler de révolutionnaires, puisque ce n'est pas vraiment des révolutionnaires, mais on a des princes très importants qui sont emprisonnés, le prince de Condé, de Conti, qui faisait partie des leaders, en fait. De la Fronde, De la Fronde, et qui sont emprisonnés. Donc évidemment, le pouvoir l'emporte, si vous voulez, le pouvoir royal, mais voilà, Louis XIV garde ça au fond de lui. Oui, c'est un traumatisme d'enfance qui va le marquer profondément. Voilà, pour comprendre la mentalité de Louis XIV, il faut vraiment comprendre l'impact que cette fronde a pu avoir sur lui. Ouais. Alors, sur la mentalité de Louis XIV, justement, il y a eu un échange là sur la discussion. Donc, Nérylas disait, en revenant à Versailles, en fait, que Versailles, c'était un peu comme la logique des églises, avec le temple grec qui se transforme en église ottomane, en église orthodoxe. C'est-à-dire qu'en gros, la récupération du relais de chasse de Louis XIII pour permettre la construction de Versailles, Nasserifi a répondu que c'était surtout par respect, par amour pour son père. Exactement, donc, c'est ça c'est exactement ça. Donc vraiment, il y a ce lien qui est assez méconnu en fait entre Louis XIII et Louis XIV, puisque on l'a dit tout à l'heure, Louis XIV ne connaît que très peu son père, puisque son père meurt alors que Louis XIV n'a que 5 ans, mais il va vivre quand même dans un culte du père très, ça, c'est vérifié, très important. Et bon, l'histoire sera assez sévère là-dessus, parce que Louis XIII est un roi qui est assez largement oublié aujourd'hui dans l'histoire de France, et son fils, pour le coup, a totalement éclipsé encore une image solaire, le père, quoi. C'est ça. Alors, Louis XIV est associé, assimilé la plupart du temps à un concept qu'il faut essayer de définir, c'est le concept de monarchie absolue. Alors, qu'est-ce que c'est la monarchie absolue ? Alors, donc, déjà pour démarrer le concept de monarchie, évidemment, le concept de monarchie, c'est un régime avec à sa tête un monarque. Donc évidemment un roi ici, ça peut être une reine selon la monarchie. Monarque, le mono-arché, donc l'autorité d'un seul, quoi. Donc voilà. Le roi par excellence. Le gouvernement d'un seul, voilà, il faut vraiment garder cette idée-là. Pourquoi est-ce qu'on la qualifie d'absolue ? On a un pouvoir, notamment Louis XIV est le roi qui a le plus souvent attrait à cette monarchie absolue.
ce qu'on considère comme absolu, comme un pouvoir absolu, c'est un pouvoir qui n'aurait pas de limite. Un pouvoir qui, en tout cas, pour lequel il n'existerait aucun pouvoir qui pourrait le supplanter. Il ne pourrait pas y avoir de pouvoir au-dessus de ce pouvoir-là, en fait. Oui, ça vient de la racine latine, hein, c'est détaché de tout lien, voilà. De toute limite. C'est ça. On ne peut pas avoir un pouvoir qui serait supérieur à ce pouvoir-là. Donc en fait, il faut garder à l'esprit que cette monarchie absolue, alors déjà le terme absolutisme est un néologisme qui a été inventé bien plus tard, mais cette idée de monarchie absolue, il faut garder à l'esprit qu'elle reste théorique. C'est-à-dire qu'on va avoir des théoriciens, ce n'est pas forcément l'objet de les citer, mais on va avoir des théoriciens qui en tout cas vont mettre en place cette idée de monarchie absolue. On va vouloir donner de l'importance au respect des décisions du roi, on va vouloir mettre en avant l'importance qu'ont les décisions royales, en fait. On veut légitimer l'obéissance au roi. L'idée, c'est de renforcer le pouvoir royal, voilà. Et ça s'inscrit dans un contexte, sans rentrer trop dans le détail, qui est celui des guerres de religion, encore une fois. À un moment où l'autorité royale est fortement compromise et remise en cause, quoi. Exactement, il faut quand même bien dire qu'on a Henri III et Henri IV, deux rois d'affilée qui se sont fait assassiner. Donc on est dans un contexte où le pouvoir royal est faible et il faut lui redonner de l'importance. On est dans un pays qui est immense, c'est le pays le plus peuplé d'Europe, on a 12 millions d'habitants en France. Mais je crois qu'en Russie, c'est 6 ou 7 millions à cette époque-là. Oui, la France est le pays le plus peuplé d'Europe, incontestablement. Donc c'est quelque chose, évidemment, on a besoin en fait de ce pouvoir centralisé, ce pouvoir centralisé qui est fort. Il faut aussi avoir à l'idée qu'à cette époque-là, on est dans une période où la religion a énormément d'importance. Et de par la religion, le peuple croit en cette personne du roi, en cette théorie finalement de droit divin. Oui, parce que le roi, on considère que le roi détient son pouvoir de Dieu. Voilà, exactement. Via en plus un cérémonial qui est le sacre. Vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est quoi ce sacre? Alors le sacre, c'est-à-dire qu'on va avoir une cérémonie assez formelle. Au cours de cette cérémonie, on va avoir plusieurs symboles qui vont représenter le pouvoir du roi. Donc c'est une cérémonie sur laquelle on va imposer de l'huile sacrée, un petit peu comme... C'est quelque chose qui trouve d'ailleurs ses origines dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et donc un peu d'huile qui représente, qui est censé venir directement des cieux et qui est censé montrer le choix divin du roi, quoi. Exactement. Le roi a été choisi par Dieu. Et voilà, donc le peuple est conscient de ça. Et donc le peuple, finalement, croit en cette félicité du roi. Et cette monarchie absolue fonctionne comme cela aussi, d'accord. Donc c'est vrai qu'on a cette idée de monarchie absolue, on croit en ce pouvoir absolu du roi. On verra peut-être par la suite que cette monarchie n'était peut-être pas si absolue que ça. Alors Néridas nous dit que si on veut résumer finalement, le pouvoir absolu transcende la répartition des pouvoirs que l'on connaît aujourd'hui, judiciaire, législatif, exécutif, et qui fait la base de notre régime, de notre démocratie actuelle, c'est ça. Oui. Il faut bien avoir quand même en tête que ces trois pouvoirs, cette répartition des trois pouvoirs, c'est quelque chose qui apparaît quand même tardivement, puisque ça commence à apparaître dans les écrits des théoriciens à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, puisque législatif, exécutif, judiciaire, c'est Montesquieu. Donc on ne parle pas de ces choses-là à cette époque-là, évidemment. On n'en parle pas, mais par contre, l'idée est là. Il y a une concentration des pouvoirs, donc en effet, ce qu'aujourd'hui on appellerait judiciaire, législatif et exécutif, c'est concentré entre les mains d'un seul. Voilà. Pour résumer, c'est vrai qu'on peut dire ça comme ça, pour résumer. Nasserifi nous dit mais est-ce que le roi voulait être vénéré, idolâtré, et si oui, n'est-ce pas contradictoire avec le fait que lui-même idolâtre son père? Alors, c'est une bonne question. Alors, ça dépend des rois, j'ai envie de vous dire, mais dans le cas de Louis XIV, oui, évidemment. Il a été éduqué dans ce sens-là par Mazarin, et pour lui, tout doit tourner autour de lui pour que tout cela fonctionne, et notamment la noblesse. Alors, le roi se voit comme un relais de Dieu, il ne se voit pas comme l'État, il ne se voit pas comme Dieu lui-même. Il n'a pas dit le roi, l'État c'est moi. Voilà, c'est ça, on a une phrase qui est souvent donnée à Louis XIV, l'État c'est moi. Il n'a jamais dit ça en vérité. Louis XIV dira plutôt je meurs mais l'État demeure. Oui, l'idée de continuité de l'État. L'État continue à exister même si les rois se succèdent. Voilà, exactement. Donc non, alors en revanche, oui, il idolâtre son père, mais en tant que, de la même manière qu'un fils pourrait idolâtrer son père. Voilà. Après, on a toujours cette image, à cette période-là, du père de famille, qui permet, lorsque on a ce respect
vis-à-vis du père de famille. On peut avoir ce respect-là aussi, une analogie en fait vis-à-vis du roi. Oui, ça c'est quelque chose qui est assez important dans cette Oui. société, c'est particulièrement marqué dans cette société de ce qu'on appelle l'Ancien Régime. L'Ancien Régime, c'est ce système politique et social Oui. qui est en place avant la Révolution française, où on considère qu'en gros, dans la famille, on a une représentation familiale de l'État. Oui. C'est-à-dire que le roi est une espèce de monarque familial, hein, ce système patriarcal, là pour le coup, on est en plein patriarcat. La mère, un peu les ministres, les enfants sont les sujets. C'est exactement ça. Avec une vision anachronique, on pourrait dire que c'est misogyne finalement. Mais c'est la vision de l'époque en fait. C'est qu'on ne peut pas, entre guillemets, taxer quelqu'un de misogynie à cette époque-là. C'est vraiment le système qui fait que ça fonctionne. On a besoin donc de cette trifonctionnalité, donc de ces trois ordres qu'on a mentionnés tout à l'heure, donc du clergé, de la noblesse, du tiers-état, pour que ça fonctionne. On a besoin de cette image en fait du père. Le roi est le père de tous ces sujets, au même titre que le père a cette autorité sur sa famille. Oui, et là, il y a des images très fortes. Hein. D'ailleurs, quand les révolutionnaires tueront Louis XVI, exécuteront Louis XVI pendant la Révolution, ils exécutent d'une certaine manière le père tel qu'il était conçu sous l'Ancien Régime. Enfin, on va pas rentrer dans la psychanalyse, mais c'est un petit peu ça l'idée. Quoi. Oui, exactement. D'accord. Alors, donc cette monarchie absolue, on a vu un petit peu comment elle est en place. Est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique à la France ? On a l'impression que voilà, c'est vraiment un régime vraiment particulier. On peut avoir l'impression, oui, peut-être que Louis XIV est le seul roi de la monarchie absolue, que la France serait donc logiquement le seul pays ayant connu cette monarchie absolue, alors que non, pas du tout. Évidemment, on a deux pays. On a l'Angleterre à cette époque-là. On a l'Angleterre avec la dynastie des Stuarts qui est une monarchie absolue. On a l'Espagne. Alors ça a plutôt mal tourné quand même chez les Anglais. Hein, Oui, ça tournera mal aussi pour nous en France par la plus suite. tard, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a, en fait, ce qui va mettre fin à cette monarchie absolue, c'est les révolutions anglaises d'abord, et puis un siècle plus tard, la révolution française. Mais non, évidemment que ce n'est pas limité à la France. Alors, vous avez dit que absolu, finalement, c'était un terme qui était peut-être un peu trompeur. Oui. Est-ce qu'elle est vraiment si absolue, cette monarchie absolue ? Eh bien voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment garder à l'esprit que ce terme d'absolu reste théorique, il a un objectif politique, hein, quelque part. Ce pouvoir absolu du roi, on l'a dit, il est censé ne pas avoir de limite. D'accord ? On ne devrait pas pouvoir l'outrepasser, finalement. On a parlé tout à l'heure, déjà, vaguement, d'une sorte de préconstitution, des lois fondamentales du royaume, qui sont en fait des coutumes, hein, c'est-à-dire des lois qui se sont imposées avec le temps, des lois orales qui ne sont pas écrites. Et ces coutumes-là, le roi est forcé de les respecter. On a plusieurs exemples dans l'histoire, hein, on ne va peut-être pas tous les répéter, mais on a plusieurs exemples où ces lois fondamentales se sont imposées face à la volonté royale. Oui, on a annulé des actes royaux qui violaient les lois fondamentales. Oui. Exactement. Le roi ne peut pas faire ce qu'il veut de la couronne de France. Il ne peut pas choisir à qui il la donne. Il ne peut pas choisir, on a des règles bien précises. Donc tout ça, ce sont des règles qui vont venir vraiment s'imposer sur la personne du roi. On l'a dit également, pour reprendre même les mots de Louis XIV, hein, les rois meurent mais l'État reste. Ça c'est quelque chose, cette continuité de l'État est importante. On va avoir d'autres limites. On va avoir des limites, mais notamment pour ce qui est de l'application du droit du roi. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on est dans un... Il faut s'imaginer la France, il ne faut pas s'imaginer comme la France d'aujourd'hui, où un Parisien pourrait converser avec un Nîmois, justement, par exemple. À cette époque-là, on a des langues vernaculaires oui, on ne parle pas français dans partout, toutes les régions. Voilà. Ouais. On parle français qu'à Paris, en fait, finalement. Tous les bouquins sont rédigés en latin. On a différentes langues, différents patois selon les régions, et différentes coutumes. Oui, et puis il y a des problèmes de communication, tout simplement. Oui. D'aller de Paris à Toulouse, ça prend quasiment une semaine. Ouais, ça prend au moins une semaine. Et donc, voilà, en plus, c'est assez dangereux parce que le contrôle du territoire est quand même pas parfait. Donc, Exactement. on est quand même, sans doute aujourd'hui, dans un système politique qui finalement est beaucoup plus pesant, présent dans notre quotidien qu'à cette époque. En fait. Exactement. Voilà. Il faut bien s'imaginer que aujourd'hui, la moindre incartade, hein, si je puis dire, aux lois, aujourd'hui, évidemment qu'on a la punition qui est immédiate. À cette époque-là, on n'a pas ce contrôle du territoire hein, tel qu'on l'a aujourd'hui. Alors justement, lorsqu'on parle de monarchie absolue, c'est la tentative en tout cas de mettre en place ce que nous on imagine comme l'État moderne.
Donc on va avoir des ancêtres des préfets qui sont mis en place, comme les intendants, mais leur Mais pouvoir avec des va avoir moyens quelques qui sont limites. très limités. Voilà, hein. des moyens sont vraiment très limités. Donc en pratique, voilà, cette monarchie n'est pas absolue. On parlait tout à l'heure donc, de cette révolte de la Fronde. À l'origine, elle vient donc des parlementaires. Les parlementaires qui sont un véritable contre-pouvoir au roi et qui ont ce qu'on appelle un droit de remontrance. C'est-à-dire que lorsque le roi veut mettre en place une loi, elle doit être contresignée en fait par ces parlementaires. Ces parlementaires, s'ils ne sont pas d'accord avec cette loi voulue par le roi, ils ont ce pouvoir de remontrance. C'est-à-dire que, pour faire simple, ils vont signifier au roi que cela ne leur convient pas. Et ils peuvent du coup bloquer parce que Ils leur bloquent le système acceptation est législatif. indispensable pour Ouais. qu'on applique les lois. Exactement. Le roi, évidemment, peut outrepasser cette remontrance. Enfin, il y a toute une procédure. Ces remontrances peuvent en tout cas bloquer ou du moins ralentir la mise en place d'une loi. D'accord. Il y avait une question qui nous ramène un petit peu sur les questions religieuses. Il y a eu un échange d'ailleurs entre Nasserifi et Néridas là-dessus, puisque Nasserifi nous disait, du coup, à cette époque, on ne vénérait pas la Trinité, mais plutôt un groupe de 4 figures supérieures, avec le roi qui s'ajouterait donc à la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Néridas répond en disant que techniquement ce ne serait pas chrétien, et il a totalement raison, de vénérer autre chose que Dieu et la Trinité, qui est un dogme avant tout. Comment se positionne le roi par rapport justement est-ce qu'on considère que c'est une espèce de Dieu sur terre est-ce que ce que nous dit Nasserifi c'est ce qui se passe quelle est la vénération du peuple, des sujets, ceux qui sont soumis au roi, pour le roi? Alors le roi n'entend jamais prendre la place de Dieu, ça c'est quelque chose de fondamental. Le roi est très croyant, le roi est évidemment catholique, ça fait partie d'ailleurs, on parlait des lois fondamentales du royaume, ça fait partie de ces lois fondamentales qui sont au-dessus du pouvoir royal. Le roi est catholique, il croit lui-même en Dieu évidemment, il est l'émissaire finalement divin. On va plutôt avoir des conflits avec le pape, enfin en tout cas au niveau du fait, on parlait d'idolâtrer, on va avoir un conflit entre idolâtrer le pape ou idolâtrer le roi, mais évidemment que le roi ne prendra jamais la place de Dieu, quelque part. Ouais. Donc oui, il y a une puissance politique terrestre qui est très importante, qui est le roi, mais ça ne remet pas en cause les dogmes religieux, même s'il y a des conflits politiques entre le roi et le pape. Voilà, on peut avoir vraiment le conflit entre l'Église de France et l'Église représentée par le pape à Rome. Mais voilà, ça ne va pas plus loin. Ouais, d'accord. Donc oui, les dogmes chrétiens, bien sûr, sont absolument pas remis en cause par le système de la monarchie absolue. Alors, bon, on l'a dit, donc monarchie absolue, qu'il faut limiter. Cette monarchie absolue, elle n'est pas spécifique à Louis XIV, puisqu'on peut considérer qu'elle débute avec Henri IV et que finalement elle prend fin avec la Révolution française. Donc c'est 5 rois du coup qui vont se succéder dans cette monarchie absolue. Alors pourquoi est-ce qu'on considère que Louis XIV incarne vraiment la monarchie absolue? Oui, en effet, vous avez raison. C'est vrai que Louis XIV est le roi qu'on cite tout de suite lorsqu'on parle de monarchie absolue. Alors il y a déjà une différence fondamentale qu'on peut noter entre la politique de Louis XIV et celle de son arrière-petit-fils Louis XV. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de ces remontrances. Ces remontrances, effectivement, elles étaient mises en place avant la mise en place d'une loi. Avant la mise en place d'une loi, les parlementaires avaient la possibilité de freiner ce processus législatif. Louis XIV, grâce notamment à Jean-Baptiste Colbert, son ministre, il va réussir à annihiler ces remontrances, ce droit qu'on appelle a priori de l'enregistrement d'une loi, donc avant que la loi soit enregistrée. Voilà, donc les remontrances, en fait, c'était des observations, pour récapituler, des observations des parlements, les parlements qui sont avant tout des cours de justice, mais qui pouvaient faire ces observations sur les lois que voulait faire le roi, observations auxquelles il répondait ou pas, mais bon, quoi qu'il en soit, tant que le problème des discussions entre le Parlement et le roi n'était pas réglé, la loi ne pouvait pas entrer en vigueur. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas confondre les parlements d'aujourd'hui avec les parlements d'Ancien Régime. À l'origine, ils avaient vraiment ce rôle de justice suprême. Et ils se sont, au fil du temps, enregistré ce droit de remontrance. Et Louis XIV, donc, il est parvenu, par un édit, à imposer ce droit de remontrance
Donc on dit a posteriori de l'enregistrement d'une Donc loi. décalé en fait Il a décalé après ce droit de remontrance. l'entrée en vigueur du C'est texte ça. qui passait par une procédure qu'on appelle l'enregistrement. Voilà. Donc Le le fait, roi enregistre sa loi, en fait. Donc l'a fait écrire sur un registre en fait, Exactement. c'est ce que ça Voilà. signifie. Et par la suite, s'ils le veulent, les parlementaires donc, peuvent faire observer leur remontrance. Donc ce qui perd beaucoup de son intérêt. Évidemment. Donc ce sur quoi finalement, donc c'est aussi sur ça que la centralisation du pouvoir pendant le règne de Louis XIV est aussi prégnante. C'est aussi grâce à cela. Et là où on voit qu'il y a une différence notamment avec la politique menée par Louis XV, c'est que, on l'a dit, Louis XV a pris le pouvoir très jeune, à 5 ans. Donc il y a également eu une régence. Alors pour expliquer un peu l'histoire donc, de cette régence, on a eu Philippe d'Orléans, qui est le régent, qui est le neveu, je crois que c'est le fils de monsieur, je crois que c'est le neveu de Louis XIV. C'est le neveu de Louis C'est bien XIV, ça, ouais. Ouais. Il récupère en fait ce pouvoir parce qu'il vient casser le testament de Louis XIV. Hein, Louis XIV en fait avait fait un testament. On pourra en reparler. Louis XIV avait eu de nombreuses maîtresses. Ah, on va en reparler. On en reparlera. Hein, ça pourra peut-être vous intéresser. Il a vraiment eu de très nombreuses maîtresses et donc de très nombreux. Il était très fertile. De très nombreux fils illégitimes. Il en a légitimé certains dans ce testament, leur donnant le statut de prince de sang. Et donc finalement, il leur donnait le pouvoir. Alors il leur donnait la possibilité d'accéder au trône éventuellement. C'est ça. Ouais. Et surtout, ce qui était le plus important dans ce testament, c'est qu'ils accédaient, lui il avait mis en place un conseil de régence, et ils accédaient à ce conseil de régence avec son neveu, qui était, en dehors de son arrière-petit-fils, le prétendant au trône, hein, finalement. Ce qui faisait que Philippe d'Orléans n'était pas seul Pour gouverner. pour gouverner pendant la minorité de Louis XV. Philippe d'Orléans, pour rendre caduc ce testament, Pour se débarrasser pour des le casser, limites à son pouvoir. voilà, hein. c'est ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer quelque part un accord en fait avec les parlementaires et il va leur dire écoutez, pour faire simple, hein, si on peut faire simple, on peut résumer. En gros, on casse le testament de Louis XIV pour simplifier et en échange, je vous rends votre droit de remontrance a priori. Et donc évidemment, les parlementaires vont accepter ça parce que c'était là. On leur avait fait perdre tout ce qui avait attrait à leur pouvoir, en fait. Tout leur pouvoir dans l'élaboration de la loi, ils l'avaient perdu. Ils vont donc le récupérer. Philippe d'Orléans va devenir le régent. Et Louis XV va hériter de cet accord. Et évidemment, tout le XVIIIe siècle est l'image, en fait, de cet accord. Et on va avoir des parlementaires qui ne vont faire que freiner le processus législatif. Ouais, un conflit Alors, permanent voilà. entre le pouvoir royal et les parlements. Voilà. Puis il y a peut-être un autre élément aussi qui joue dans cette célébrité entre guillemets de Oui. Louis XIV a posteriori, c'est le fait que Louis XV avait peut-être moins d'appétence pour le pouvoir que Louis XIV. Il y en avait un peu moins. Louis XV a eu des principaux ministres, il Qui s'est était parfois occupé plus influent que lui. Ouais, et il s'est occupé d'autres choses. Bon, on a parlé des maîtresses, on va y revenir. Louis XV en a eu aussi Louis XV en a eu beaucoup. Oui. beaucoup, et Il était plus attiré par les femmes que par le pouvoir. Oui. voilà. Et donc c'est peut-être aussi quelque chose qui a contribué parce que Louis XIV, lui, pour le Ce coup, qui fait qu'il aimait est moins- le pouvoir. Voilà, quoi. ce qui fait qu'il est moins connu. Ouais. En tout cas, oui. Alors, justement, donc Louis XIV a été bien sûr marié, une reine, a eu des enfants, mais finalement sa reine, elle est souvent moins connue que les plus célèbres de ses maîtresses. Exactement, hein, parce que... Alors, Anne d'Autriche, Marie-Thérèse, pardon. La femme de Louis XIV. La femme de Louis donc la reine. XIV, Marie-Thérèse est espagnole. Elle parle très mal le français. Elle a beaucoup de mal à s'insérer en fait dans cette cour. C'est un mariage qui est imposé, hein, C'est bien un sûr, bien un sûr, mariage bien arrangé par Mazarin. Bien sûr. En parlant de Mazarin, Louis XIV était amoureux, je crois que c'était une nièce de Mazarin. Hein. Mancini. Marie Mancini. Et donc, il avait quelque part cette première maîtresse à laquelle il a dû renoncer, évidemment, pour ce mariage politique. Cette reine, elle n'aimait pas trop la cour, elle restait discrète, elle s'exprimait mal. Et c'est vrai que le roi va connaître de nombreuses maîtresses. Tout d'abord, une des premières maîtresses, une des premières favorites, c'est Louise de la Vallière. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, en effet, hein, pour vraiment que tout le monde puisse comprendre, on avait la reine. Et puis ce qui est aussi un caractère de la monarchie absolue, c'est qu'on a le roi qui a une favorite. Donc on va l'appeler la maîtresse officielle.
Et donc, évidemment, le roi ne va pas se gêner de présenter, même devant la reine, cette maîtresse officielle. Et donc, on va avoir cette maîtresse officielle qui va loger très proche de la chambre du roi et qui va participer finalement au quotidien du roi, qui va l'accompagner toute la journée. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, le quotidien de Louis XIV était très précis. Il était minuté. On avait vraiment, à 15h15, il était à un endroit précis, à 15h20, il était à un autre endroit. On pouvait savoir à toute heure de la journée où était le roi. Puisque finalement, c'était ce qui faisait partie du spectacle. La vie du roi était tournée en spectacle. Et on se battait pour avoir accès à la vie du roi, pour participer au coucher du roi, au lever du roi. Là où il passait. C'est aussi en ça qu'il a été quelque part très fort, Louis XIV, comparé aux autres rois, c'est qu'il a réussi à domestiquer en fait cette noblesse, à vendre des charges pour lui tenir son verre, à vendre des charges pour s'occuper de son lever, etc., pour l'accompagner aux toilettes. Et ça, aujourd'hui, c'est invraisemblable. On se dit que des gens payaient pour ça, oui. Pour Louis XIV, c'était le cas. Il le faisait en fait pour essayer d'obtenir quelque chose du roi, de se faire remarquer du roi et ensuite pouvoir lui demander quelque chose en échange. En général, on recevait des terres, on recevait des présents. Donc être proche du roi, c'était... on est dans une société où le prestige et l'honneur sont quand même très importants. Donc on avait beaucoup de prestige. Le titre est très important. Ouais. Et donc, Louise de la Vallière partage en fait la vie du roi. Ils vont avoir de nombreux enfants. Il va commencer à se lasser d'elle quand il va rencontrer Alors à propos de juste je vous coupe, à propos de ces enfants, donc Nérilas nous pose une question à ce niveau-là, donc en remarquant que il y a peut-être une contradiction entre le fait d'être chrétien, catholique aussi fort, puisque Louis XIV est très attaché à cette religion, et le fait qu'il ait des maîtresses. Il sera critiqué par l'Église d'ailleurs. Il est critiqué par l'Église pour cela, et donc Nérilas nous disait que est-ce que c'était pas très mal vu d'avoir des enfants hors mariage, des bâtards, comme on les appelait à cette époque. Alors, c'était mal vu, puis surtout qu'à cette époque-là, ça me fait une bonne transition pour parler de la maîtresse suivante. le roi ne s'embarrassait pas, on peut même encore plus loin, le roi ne s'embarrassait pas de savoir si ses futures maîtresses étaient déjà prises, on va dire. C'est-à-dire que la maîtresse suivante, Madame de Montespan, qui est la plus célèbre, c'est la plus connue des maîtresses de Louis XIV. Elle lui a fait 7 enfants tout de même. Elle était mariée. Elle était mariée au marquis de Montespan. Et malgré cela, le roi l'a choisie et puis évidemment l'avait comme maîtresse. Donc les enfants qu'il a eus avec elle, si on fait attention, si on se concentre sur le droit de l'Ancien Régime, ces enfants-là sont les enfants non pas du roi, mais du mari. Et oui. Donc les enfants de la marquise de Montespan restent encore sous la parenté, en tout cas, du marquis de Montespan. C'est ça qui est assez frappant à cette époque-là, c'est qu'on a encore de nouveau une limite à la volonté du roi. Le roi ne fait pas complètement ce qu'il veut, puisque il y a vraiment une histoire qui est frappante et qui est très amusante avec ce marquis de Montespan, qui cherche à récupérer ses enfants parce qu'il les considère comme les siens. Donc il va tout faire pour aller les récupérer. On va l'appeler le cocu de Paris, le mari cocufié. Vraiment, il sera le marquis de Montespan. Vous imaginez chaque famille noble avait des armoiries à cette époque-là. Il va faire greffer des bois de cerf sur ses armoiries. Des cornes. En fait, c'est des cornes. Voilà. Il va les mettre sur ses armoiries, sur son carrosse, des énormes cornes. Il va rentrer à Versailles avec, il va passer devant le roi avec un chapeau avec des cornes, il sera habillé en noir, enfin, c'est assez cocasse. Donc il en joue. Il en joue beaucoup, il est connu dans Paris. Il y a une célèbre pièce de Molière qui est Amphitryon, qui reprend en fait, l'histoire de ce marquis-là, le marquis cocufié. Donc, en effet, c'est mal vu. On a dit tout à l'heure, on a de nombreuses critiques qui sont faites au roi, notamment par l'Église. C'est l'archevêque de Sens, je crois que c'est l'oncle du marquis de Montespan, et qui va passer à partir de ce moment-là sa vie à critiquer, à prêcher contre le roi, en fait, contre ses pratiques. Donc c'est mal vu, si vous voulez. C'est en effet mal vu. Ce marquis de Montespan, il va faire on a de nombreuses choses qui sont... Et alors donc oui, la période avec Montespan, c'est une période très... Madame de Montespan est une période très brillante. Madame de Montespan est une femme très brillante qui correspond davantage sans doute au caractère de Louis XIV que Marie-Thérèse, la reine. Sûr. Mais justement,
il va y avoir un vrai basculement au moment un moment de changement de maîtresse, hein, puisqu'après Madame de Montespan va venir Madame de Maintenon. Ça n'a rien à voir, oui, en effet. Et alors pourquoi ce basculement et en quoi est-ce qu'il y a un basculement? Alors en effet, hein, pour revenir sur Madame de Montespan, elle était décrite comme déjà une très belle femme. À la cour, c'était une très belle femme, très, très charmante, et avec beaucoup d'esprit. Elle s'est fait connaître en fait dans les salons parisiens, parce qu'il faut savoir qu'une partie quand même de la noblesse reste à Paris, où on a des salons où on discute. Et en fait, elle a beaucoup d'esprit, elle fait beaucoup rire, et elle va être présentée au roi. Et lorsqu'elle est présentée au roi, elle fait partie des courtisanes en fait. Le roi, elle lui plaît tout de suite en fait. Elle a beaucoup d'esprit, elle est comme le roi, elle est très joyeuse, elle a un rythme de vie assez effréné. C'est aussi pour ça que son mari, qui était assez endetté, ne pouvait pas lui offrir ce qu'elle voulait. En revanche, Madame de Maintenon, c'est quelqu'un de plus austère, de plus sage, hein, quelque part. Oui, de très pieux, très croyante. Elle est très pieuse, très croyante, en effet. Voilà. Donc c'est vraiment pas le même style de personne que Madame de Montespan. Alors, qu'est-ce qui a causé la chute de la marquise de Montespan? On a plusieurs raisons. Le fait qu'après cette grossesse, elle avait quand même pris de l'embonpoint, mais aussi et surtout une affaire qui a défrayer la chronique vraiment, de l'époque. Si on peut parler de buzz aujourd'hui, c'est le buzz de l'époque. C'est ce qu'on le appelle scandale de l'époque. Le scandale de l'époque, voilà. C'est l'affaire des poisons. Et l'affaire des poisons, c'est vraiment une affaire qui a secoué à cette époque-là. On a, en fait, pour résumer, on a un réseau immense de poisons dans Paris. Oui, c'était très à la mode, ouais. Il y a des empoisonneuses. Il y avait des réseaux d'empoisonneuses hein, qui partaient toutes d'une femme qu'on appelait Lavoisin. Et cette femme, donc Lavoisin, en fait, elle était connue par toute la cour. Et on a eu une enquête hein, menée par le lieutenant de police Larénie, qui a commencé donc en effet à réunir des preuves. On a commencé à trouver ces empoisonneuses et on les a interrogées. Hein. On avait cette procédure de la question à l'époque. Hein. C'était la torture. La torture, en fait. Hein. C'est complètement de la torture. Et on a fait avouer, on a eu de nombreux noms. On a eu des arrestations dans tout Paris. On a eu en fait trop d'arrestations. Toute la Bastille était complètement... la Bastille qui était la grande prison royale de Paris. Prison royale, la Bastille. Hein. On va même créer une juridiction spéciale hein, qu'on appelle la chambre ardente pour juger ces empoisonneuses. Donc la plupart du temps, elles étaient condamnées à mort au bûcher. Et il se trouve qu'une fois que, hein, pour simplifier un peu, une fois que Lavoisin justement a été condamné à mort, sa fille en fait, la fille de Lavoisin, elle a commencé à parler. En fait, elle ne voulait pas trahir sa mère. Et elle a commencé à donner des noms. Et on a commencé en effet à avoir vraiment de nombreuses occurrences de noms de dames de la cour. Et le nom de Madame de Montespan est sorti. Alors au début, évidemment, on ne voulait pas y croire. Mais on a eu de nombreuses empoisonneuses qui ont tenu la même version que cette fille de... Donc Madame de Montespan avait recours à leur service. En fait, c'est avéré aujourd'hui, on en est certain. Madame de Montespan a utilisé des poisons. Il y avait même des messes noires qui étaient fomentées à cette époque-là. Et on a la quasi-certitude qu'elle faisait partie de ces messes noires. Elle utilisait des poisons contre qui? Voilà, et justement, on a une courtisane, c'est Mademoiselle de Fontanges. Une fois que peut-être Louis XIV commençait à se lasser de la marquise de Montespan, une nouvelle courtisane est arrivée à la cour, très jeune, hein, elle devait avoir 18 ans, 18-20 ans, Mademoiselle de Fontanges. Elle s'est enorgueillie de Louis XIV, ils ont commencé à avoir une petite relation, et puis subitement, au tout début de leur relation, hein, elle est retrouvée morte. Donc la Montespan est remontée dans l'estime du roi, évidemment, hein, puisque c'était c'était sa concurrente. Voilà. Et donc, quelque part, c'était quand même très étrange. Et c'est quelques années plus tard qu'on a eu, en effet, la révélation de la Montespan. Alors, quand tout ça est arrivé aux oreilles du roi, quand le roi a entendu parler, en fait, il s'est retrouvé avec des preuves. Hein. Le lieutenant de police, Larénie, il est passé par Louvois, et Louvois qui présente ça au roi. Et on a des preuves que la Montespan, on a trop de témoignages qui reviennent, en fait. Le roi a pris une décision, il a pris la décision de ne pas poursuivre l'affaire, alors qu'à l'origine, il avait décidé de poursuivre cette affaire-là, alors même que des dames de la cour étaient incriminées. Quand ça a touché à la maîtresse officielle du roi, qui lui a fait 7 enfants, il a décidé de tout arrêter. On est en 1709 et il fait tout brûler. On brûle tout.
Toutes les archives. toutes les archives, toutes les preuves, en tout cas, où il y a le nom de Montespan. Ouais. Si vous voulez. Donc on étouffe l'affaire, mais par contre, Montespan est quand même... Et Montespan est écarté. Ouais. Voilà. On a une scène qui est un peu connue, à peu près connue, où on dit qu'elle s'est agenouillée devant Versailles, devant tout Versailles, devant le roi pour lui demander pardon. Il ne lui aurait même pas jeté un regard. Il aurait continué son chemin. Et là, c'est là qu'est arrivée donc Madame de Maintenon, qui ouvre la période finale du règne, parce que c'est les dernières années du règne de Louis XIV, pardon, qui sont marquées par une espèce de... Après le faste de l'époque Montespan, c'est le déclin, on a l'impression, ou en tout cas l'obscurité, les mots sont peut-être un peu durs, mais c'est plus sombre, quoi, avec Madame de Maintenon. C'est une époque de retour du religieux. Voilà, elle va peut-être faire prendre conscience au roi de certaines choses. Il faut aussi dire par rapport à Madame de Maintenon que le roi perd la reine décède. La reine meurt aussi à ce moment-là. Et donc en fait, il va épouser en secret Madame de Maintenon. Donc elle va devenir sa femme. Et il va avoir beaucoup moins recours aux maîtresses. Du coup. Le roi prend de l'âge aussi, Madame de Maintenon va avoir une influence sur lui, dans sa politique, ça c'est avéré. On parlait de Louis XV tout à l'heure, c'est encore plus avéré pour Louis XV, mais pour Louis XIV, Madame de Maintenon a vraiment une emprise sur lui, en effet. Elle est très pieuse, on l'a dit. Elle est beaucoup moins frivole que la marquise de Montespan. Ouais. Et donc là, on arrive sur la fin du règne de Louis XIV, qui est une période assez dramatique, on l'a dit rapidement tout à l'heure. On a l'impression que c'est un règne qui n'en finit plus. Oui. 62 ans de règne, à cette époque-là. Plus de 70 ans de règne, c'est exceptionnel. Ouais. Et puis, en plus, les malheurs se multiplient. Des guerres qui tournent mal pour la France, des famines. On a un grand froid en 1709 aussi, c'est une année terrible. On a des températures à -20, -30, on a beaucoup de morts. Et avec ça, la famille royale qui meurt aussi. Le fils, petit-fils, arrière-petit-fils de Louis XIV qui meurt. Il perd même, certains de ses fils illégitimes à qui il tenait. Son petit-fils, je me sens que c'était le prince de Conti, il voulait voir sur le trône. Il perd tous ses descendants et il se voit rester seul. Il perd sa femme, il perd tous ses descendants. C'est assez tragique. Et donc, en effet, même des inquiétudes sur les suites de la dynastie, puisque finalement, il reste plus grand monde parmi les descendants de Louis XIV à pouvoir D'où quelque part l'idée du testament, de la légitimation des enfants de Madame de Montespan pour permettre d'avoir une continuité monarchique. Bon, et donc Louis XIV s'éteint le 1er septembre, je crois, 1715. C'est quelque chose qui est un moment marquant dans l'histoire d'Europe, d'ailleurs. Je crois qu'il y a eu le roi de Prusse qui était entré dans son conseil en apprenant la mort de Louis XIV, qui avait dit à ses conseillers, messieurs, le roi est mort. Voilà, c'est le grand roi qui meurt à ce moment-là. Il n'est nul besoin de le nommer. Quand on parle du roi, c'était le roi est mort. On savait que c'était Louis XIV à cette époque-là. D'accord. Merci Adrien. Alors, peut-être qu'il va y avoir des questions qui vont permettre de revenir peut-être sur certains aspects de ce que vous avez dit. On pourra reparler de la santé de Louis XIV, qui a été aussi très... Oui, parce que la fin de la vie de Louis XIV est marquée quand même par une santé défaillante, malgré le fait qu'il ait vécu vieux. En fait, c'est un roi qui a été malade ou qui a connu en tout cas des complications durant toute sa vie. À 20 ans, il a la fièvre typhoïde, qui est une maladie à cette époque-là... dont on n'échappe pas, mortel, vraiment. Et il en perd ses cheveux, il perd complètement ses cheveux. Il était chauve, il était complètement chauve à 20 ans. Sa belle chevelure qui était une perruque, bien sûr. Voilà. Et donc il a mis quelque part à la mode ces perruques qu'aujourd'hui on connaît. C'est vraiment on assimile vraiment à cette période. Et donc ça découle de ça. Il avait des gros problèmes dentaires également. En fait, comment on sait tout ça ? On avait un journal de santé. Le médecin du roi tenait un journal de santé. Et au jour le jour, on connaissait la santé du roi. Donc aujourd'hui, c'est très précieux. On connaît en fait tout ce qui est arrivé au roi. On sait que quand on a voulu lui arracher une dent, on lui a arraché un morceau du palais, finalement. Oui.
Sachant que bon, oui. l'anesthésie, c'était pas L'anesthésie, quelque à chose cette qui existait à cette époque-là, époque, voilà. donc il faut imaginer que ça Hein. pouvait être relativement douloureux quand même. C'est ça, c'est très douloureux, il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a rien du tout, on prend une pince, on vous arrache la dent, qu'est-ce qui se passe? Il y a un morceau du palais qui vient avec finalement. Voilà, donc Donc, bon voilà. appétit pour ceux qui sont à table. Donc voilà, sans aller dans les détails, le roi a eu des grosses complications sur ça. Suite à ça, hein, il avait une haleine, on a imaginé l'haleine qu'il avait, tout ce qui... Enfin, on va pas donner tous les détails, mais... Et il avait des problèmes dentaires. Bon, est-ce qu'on peut parler d'autres détails? C'est vrai que par rapport à l'heure, bon, je pense que vous voyez de... Bon, Il a eu des gros problèmes de santé. Il a eu des problèmes de santé à des endroits pas très... Mal placés. Mal placé, voilà. Et c'est vrai que ça l'a fait souffrir, en fait. Ça l'a fait souffrir toute sa vie. Il a souffert de tous ces désordres médicaux toute sa vie, malgré le fait qu'on sait aujourd'hui que c'était quelqu'un d'une constitution très solide. Hein. Il faut savoir que lorsqu'on était malade à cette époque-là, quels étaient les seuls remèdes? C'était la saignée. Donc on vous saignait, donc on prenait du sang. On vous prenait du sang, que ce soit des sangsues ou par des coupures, on vous saignait. En fait, c'était toujours la religion qui était ancrée dans la médecine. On voulait faire partir le mal, en fait, quelque part, le malin. Oui, et puis des traditions médicales qui remontaient à l'Antiquité, à Galien, voilà. Avec des humeurs qui étaient censées être dans le corps. Et donc, voilà, en gros, on éliminait ces humeurs. Voilà, on avait elles étaient malfaisantes. En plusieurs humeurs, oui. Et c'est vrai que bon, c'est une médecine. Hein. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on a plusieurs manières de mourir. On a les guerres, on a peut-être le poison, on a parlé de l'affaire des poisons, et on a les médecins. Hein, on considère par exemple que pour Louis XIII, s'il est mort aussi jeune, c'est notamment à cause de ces médecins qui l'ont purgé, qui l'ont saigné. Et pour Louis XIV, c'est un peu la même chose. Il a été saigné. Son journal de santé nous dit plus d'une centaine de fois. Oui, et puis on a eu l'occasion dans une précédente émission de dire combien les médecins ont pu contribuer aussi à accélérer la mort de Napoléon Bonaparte, voilà. À Sainte-Hélène. Nérilas qui s'inquiète un petit peu parce qu'il doit se faire enlever les dents de sagesse bientôt. Alors heureusement, non. Il y a eu des progrès. Alors il nous disait justement que Hippocrate pratiquait les saignées également. Mais justement, c'est intéressant de constater que Hippocrate ou Galien, donc à l'époque grecque ou romaine, avaient finalement les mêmes... traitement qu'au XVIIe siècle. La médecine avait... la médecine n'a pas évolué. Elle n'avait pas énormément progressé. Ouais. On peut parler de la médecine, on peut parler de l'hygiène à cette époque-là, qui est assez déplorable. L'hygiène était assez déplorable. On a souvent on présente, alors bon, en étant médiéviste, je vais prendre la défense du Moyen-Âge, vous avez raison. Mais on présente souvent le Moyen-Âge comme étant très sale, mais en fait, les gens au Moyen-Âge étaient beaucoup moins sales qu'à l'époque de Louis XIV, où on se lavait très peu. En fait. À l'époque de Louis XIV, on avait peur de l'eau. On avait peur de toutes les bactéries que l'eau pouvait amener. Donc, on était presque, c'est paradoxal, mais on était presque plus propre chez les paysans que chez les nobles, puisque chez les paysans, on pouvait sauter dans la rivière, ça faisait un bon bain. Il faut aussi savoir que le processus pour laver les vêtements à cette époque-là, ça prend plusieurs jours. Donc, on lave les vêtements 2 fois dans l'année, en fait. C'est quelque chose d'assez particulier. En fait, plutôt que de se laver, on ne prenait pas de bain à cette époque-là. Plutôt que de se laver, on va se parfumer. On se parfume pour couvrir les odeurs. On couvre les odeurs, donc il faut imaginer ce savant mélange. Voilà, c'est quelque chose... l'hygiène jouait aussi, forcément. Alors Nérilas nous dit que beaucoup de traités d'Hippocrate ont été détruits lors de l'incendie d'Alexandrie. C'est pour ça que la médecine a reculé, voire stagné pendant longtemps, sans doute, hein, mais... Après, il y a eu également, je pense, des découvertes importantes qui ont été faites bien plus tard, en fait, sans doute. Mais cette question de l'hygiène, elle est en effet assez méconnue, mais c'est sûr que ça explique en bonne partie leurs problèmes de santé. Quoi. C'est vrai qu'on imagine souvent le Moyen-Âge comme l'époque sale, mais l'époque de Louis XIV est bien pire. Ah oui. Il n'y avait pas d'égouts, hein. C'est d'ailleurs à la fin du règne de Louis XIV qu'on met en place les égouts dans Paris. Donc ça veut dire que tous les déchets, on va dire, tout était dans les rues, c'est quelque chose d'assez... Et il faut imaginer Versailles, justement, surpeuplé, parce que c'est plusieurs centaines, sans doute plusieurs milliers de personnes qui vivaient dans Versailles, qui avaient du mal à se loger, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde, pas assez, on va dire les choses clairement, d'endroits qui permettaient d'évacuer... pas de toilettes. Voilà, les toilettes, il n'y en avait pas assez, hein, donc on peut parler de comment les dames de la cour... C'était sans doute une puanteur, Versailles. Ah oui, exactement. Bon, tout ça est tout à fait satisfaisant, tout merveilleux. Alors c'est quand même un siècle où on a des découvertes, notamment dans le milieu de l'art. L'art se développe plus que jamais. On a un roi qui est artiste, hein, donc qui aime la danse, qui joue des instruments de musique. Qui a été un grand protecteur des arts. Ouais. Exactement. Et puis il jouait de la guitare, c'est assez méconnu, mais il jouait de la guitare. Louis XIV, il aimait beaucoup la guitare, qui n'était pas l'instrument le plus
distingué à cette époque-là. Donc, on jouait du luth, on jouait de la harpe, on jouait pas forcément de la guitare. Et il s'est fait, c'est assez rigolo, il s'est fait réprimander souvent par sa mère, par Anne d'Autriche, parce qu'il entamait des morceaux de rythmique un peu trop. Voilà, il aimait vraiment. Donc, Voilà. c'était un rocker, C'est ça, Louis XIV. Hein. Peut-être un précurseur. Donc voilà, Louis XIV était donc chauve et rocker, Voilà. donc ça change un petit peu l'image que l'on peut, avoir de lui. Oui, oui. Alors, Nérilas nous dit que Louis XIV faisait ses besoins derrière les rideaux. Alors, je ne sais pas si lui-même le faisait, mais par contre, dans la cour, il devait y en avoir sans doute qui le faisait. Dans tous les coins de... Oui, oui. Ok, on arrive au bout de l'émission, donc il y a peut-être des questions qui vont arriver. Pour les faire arriver, peut-être quelques conseils de lecture, Adrien, sur cette époque. Alors, déjà tout à l'heure, je vous ai parlé donc, de l'histoire du Montespan, et encore j'ai omis plusieurs détails qui sont assez cocasses sur cette histoire. Il y a un très bon bouquin de Jean Telet, il s'intitule Le Montespan, tout simplement. Donc sur ce pauvre marquis de Montespan. C'est l'histoire de ce marquis cornu, exactement. Donc tout le bouquin s'attarde sur lui, c'est plein de dérision, ça se lit facilement, c'est vraiment un super bouquin. Après, pour rentrer dans l'époque, on a évidemment Alexandre Dumas, l'histoire des Trois Mousquetaires. Alors c'est principalement sous Louis XIII et sous Richelieu, c'est vrai, mais on rentre dans cette époque-là, quoi. Alexandre Dumas, il connaissait très bien l'époque, donc... D'accord, je mettrai de toute façon les références. Bon, ça c'est les bouquins, là pour le coup, les Trois Mousquetaires, il n'y a pas besoin forcément de mettre les... c'est connu. Donc, en tout cas, Jean Telet pour un peu de dérision. Et si vraiment on veut peut-être mieux connaître la vie de Louis XIV, on a des historiens qui sont spécialisés. Hein. Jacques-Christian Petit-Fils est très réputé. Oui, il a fait une belle bibliographie de Louis XIV. Et donc de la Montespan, de toute la vie de Louis XIV, de Monsieur. On a, Monsieur qui était le frère de Louis XIV. Monsieur, oui, le frère de Louis XIV. On a Max Gallo aussi qui a écrit des bouquins sur Louis XIV. Voilà, on a de nombreux historiens comme ça qui ont écrit des biographies. D'accord. Et si on se tourne vers le cinéma, les séries, est-ce qu'il y a des choses qui valent le coup ? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup... Louis XIV est un roi qui a fait jouer, et notamment avec Alexandre Dumas, on a beaucoup de rumeurs. On n'a pas qu'Alexandre Dumas, on a aussi Saint-Simon qui ont créé des rumeurs plus invraisemblables les unes que les autres. Saint-Simon, lui, qui voit la fin du règne, qui assiste à la fin du règne de Louis XIV. Saint-Simon, c'est un historien, enfin, on le dit contemporain de Louis XIV, mais il a 37 ans quand Louis XIV est né. Donc, non, c'est l'inverse. Il est né quand Louis XIV a 37 ans, pardon. Oui, parce que sinon il aurait vécu très 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 vieux. Oui. Et il va faire l'objet, en effet, il va mettre en place de nombreuses rumeurs, et notamment une rumeur qui est assez connue, c'est L'homme au masque de fer, notamment qui a été reprise par Alexandre Dumas. Et il y a eu un film avec Leonardo DiCaprio. Alors, ce film-là, évidemment, en termes de véracité historique, il faut bien comprendre que c'est totalement à côté de la plaque. En revanche, il y a la série Versailles. La série Versailles, qui me semble qui est assez connue, qui, quant à elle, en tout cas pour ce qui est des costumes, pour ce qui est de l'ambiance historique autour de la série, me paraît plutôt vraisemblable. Donc, pour qui veut vraiment rentrer dans ce siècle avec de vraies images, la série Versailles me paraît plutôt sérieuse. En revanche, au niveau de la chronologie, évidemment, ils le disent eux-mêmes, c'est une série de fiction, hein, mais c'est une série qui se rapproche de la réalité. Voilà, maintenant, il faut pas... On va avoir par exemple des événements historiques qui normalement sont espacés d'une quinzaine d'années et qui vont se passer dans la même année dans la série. Oui, il y a des raccourcis. Voilà, il y a beaucoup de raccourcis historiques. Il y a un film aussi qui concerne justement cette vie à Versailles, mais qui traite d'une période postérieure, puisque c'est plutôt à l'époque de Louis XVI, c'est Ridicule. Ah, je l'ai pas vu. Jamais vu. Alors je connais pas. Conseille là pour le coup. C'est un très beau film français, dont j'ai perdu le nom du réalisateur, mais peu importe. Mais on mettra les références. Oui. Et là, c'est une très belle description de ce qu'était justement cette étiquette de cour à Louis XVI, hein, de cette ambiance des courtisans qui sont là à suivre le roi, à essayer d'obtenir un petit moment au contact du roi pour obtenir justement, comme on le disait tout à l'heure, un titre, une terre, de l'argent, etc. Donc c'est assez bien fait. Je crois qu'historiquement ça tient très bien la route. Ouais. Je ne connaissais pas. Oui. Je regarderai alors. Bien, écoutez, je crois qu'on arrive au bout. Je ne sais pas s'il y a des questions qui pourraient s'ajouter à celles que l'on a reçues pendant cette émission.
A priori, il n'y en a pas. Alors, il y en a toujours qui arrivent au dernier moment quand je vais clôturer. Mais voilà, donc on arrive au bout, quoi qu'il en soit. Donc merci beaucoup, Adrien, pour ce retour hein, dans une période qui est connue sans l'être. C'est vrai qu'on a de nombreuses fausses idées. Totalement. On a des idées reçues. Alors Nerilas nous dit il y a des questions, mais elle est bloquée. Alors j'ai l'impression qu'il y a quelques petits soucis de réseau parce que j'ai pas de blocage et j'ai pas de notification des questions. Je suis désolé. Donc n'hésitez pas. Questions, mais on ne les voit pas. Ben, voilà, s'il y en a, n'hésitez pas à les écrire. Donc bon, merci beaucoup en tout cas pour cette replongée dans le grand siècle. Et justement, Nasser Fine pose la question, mais j'allais y venir. Donc la prochaine dans le roi de l'histoire, alors c'est pas la semaine prochaine, je viens d'apprendre qu'il y avait une émission un peu exceptionnelle qui a lieu mardi prochain, on vous en dira plus pour ceux qui sont intéressés. Sur ce créneau, du coup, je suis obligé de céder le créneau de l'émission. Et donc on se retrouvera dans 15 jours, et dans 15 jours on parlera du canal de Suez. Ça fait un petit moment que je vous en parle, hein. Il y avait eu un vote qui avait été fait, ça avait été assez serré avec la fin de la vie de Napoléon. Donc on avait fait cette émission sur Napoléon à Sainte-Hélène, et donc on parlera du canal de Suez dans 15 jours. Donc du coup la semaine prochaine, 1er juin il me semble, pas de Le Roi de l'Histoire, mais il y aura une autre émission, et on se retrouvera le 8 juin pour parler du canal de Suez. Donc évidemment, si vous avez des questions qui arrivent d'ici là, n'hésitez pas à me les poser. Si Nerilas arrive à faire passer sa question, on la prendra. Et puis, juste pour donner 2-3 infos supplémentaires, pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, donc je vous rappelle que les émissions sont conservées 15 jours sur Twitch, hein, donc vous pouvez les voir en différé. Et ensuite, l'université les dépose sur la chaîne YouTube de l'université de Nîmes. Donc pour ceux qui voudraient revoir les premières émissions, qui ne les auraient pas vues, vous pouvez tout à fait les visionner sur la chaîne YouTube de l'université de Nîmes. Alors la question de Nerilas est passée. Donc Louis XIV a innocenté Montespan pour ses sentiments vers elle ou pour ses enfants. Donc on revient sur l'affaire des poisons. L'affaire des poisons. Pourquoi est-ce que Louis XIV finalement a fermé les yeux sur Montespan? Est-ce que c'était par amour pour elle, ou est-ce que c'était par rapport à ses enfants illégitimes? Alors on pourrait considérer que l'amour a pesé dans cette décision, mais il faut aussi, je pense, bien comprendre que c'est pour éviter un scandale qui aurait frappé la société, la monarchie au sommet. Exactement. On a la maîtresse favorite qui a ce statut de reine, hein, quelque part. Et là, décrire aux yeux de tous comme une empoisonneuse qui tue sans vergogne ses opposantes, ça passait mal. Voilà, c'est surtout pour ça. Alors ensuite, il a en effet protégé ses enfants par la suite, hein, donc, par le testament, mais pas seulement. Il a continué à prendre soin de ses enfants. Par exemple, hein, quelque chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure, il y avait à la cour à Versailles, il y avait ce qu'on appelle le privilège du tabouret. C'est-à-dire que lorsque le roi était assis, tout le monde était debout, sauf les ducs et les duchesses. Évidemment, le roi voulait que sa maîtresse favorite soit assise à côté de lui. Sauf qu'elle ne pouvait pas parce qu'elle n'était que marquise. Et il a voulu, en fait, pour la rendre duchesse, il est obligé de passer par son mari, donc par le marquis de Montespan, qui lui, évidemment, a refusé qu'elle devienne duchesse, donc pour jouer un tour à sa femme et au roi. En revanche, c'est les enfants plus tard, hein, après le décès de Montespan, le roi les a quand même fait devenir ducs. Donc ils ont repris ce titre de duc et de duchesse. Et donc ils ont eu le privilège du tabouret. Ils ont eu le privilège du tabouret, ils pouvaient s'asseoir en présence du roi. D'accord, merci. Nerilas nous demande s'il y a des lives antiquités à prévoir. Eh bien oui, on en fera aussi. N'hésitez pas si vous avez des idées, hein, bien sûr. Donc là, j'ai tendance à imposer plutôt mes idées, mais on en fera avec plaisir. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, y compris d'ailleurs avec des invités certainement pour nous parler de l'Empire romain également. Donc il y aura tout à fait des possibilités là-dessus. On en reparlera un petit peu plus tard.
On arrive au bout, donc merci encore Adrien de nous avoir Avec plaisir. fait partager votre passion, on le Oui. sent bien, hein, pour le règne de Louis XIV. Et bien merci à vous de nous avoir suivis ce soir encore. On se retrouve donc dans 15 jours pour la prochaine émission, et sur le canal de Suez, vous l'avez compris, avant sans doute de revenir sur des périodes plus anciennes un petit peu plus tard. Bonne soirée à tous et à très Bonne bientôt soirée. donc. Au revoir Adrien. Au revoir.